Mon père et ma belle-mère ont changé les serrures de ma maison pour la voler, pour ma demi-sœur enceinte. Mais quand j'ai riposté, leur pire cauchemar est devenu réalité. J'ai 28 ans, je suis célibataire, et je vis dans la maison que ma mère m'a laissée en héritage quand elle est décédée il y a 5 ans. C'est une maison de 3 chambres dans un quartier pavillonnaire calme. Pas de chichi, mais confortable. Et surtout, c'est le fruit du travail de toute une vie. Avant de partir, elle m'a clairement dit qu'elle voulait que cette maison soit ma base, mon ancrage. Pour moi, ce n'est pas juste un toit. C'est tout ce qui me reste d'elle. Ma mère a été le seul parent vraiment présent dans ma vie. Elle n'était pas parfaite, mais elle était là, toujours. Mon père, lui, a lâché l'affaire après le divorce. Il s'est remarié vite fait, et à partir de là, tout a tourné autour de sa nouvelle femme. Sa fille, Camille, était traitée comme une princesse. Aujourd'hui, Camille a 25 ans et elle est enceinte. J'ai aucun souci avec ça. Le problème, c'est pas sa grossesse. Le vrai souci, c'est qu'elle croit que tout lui est dû. Et ça fait des années que ça dure. Son ego, ils l'ont nourri à la petite cuillère depuis qu'on est môme. Si Camille veut un truc, elle l'a. Une nouvelle voiture? Des vacances de luxe? Des caprices du jour au lendemain? Il se plie en 4. C'est le style je veux, je prends. Moi, j'ai toujours gardé mes distances. Je vois mon père de temps en temps, mais j'ai posé mes limites. Cette maison, c'est mon sanctuaire. Mon espace. Ma bulle. J'ai un job correct, de bons potes, une routine tranquille. Je roule pas sur l'or, mais je suis stable. Et franchement, c'est déjà beaucoup par les temps qui courent. Pour l'instant, je vis seul, et ça me va très bien. Pas de coloc, pas d'embrouille. Juste le calme. C'est exactement ce dont j'avais besoin après le décès de ma mère. Revenons à Camille. Il y a quelques mois, son mec, un certain Jérôme, l'a laissé tomber. Honnêtement, c'était écrit d'avance. Ce gars-là, ça se voyait qu'il allait fuir dès que ça devenait sérieux. Camille n'avait pas l'air trop affectée. D'après ce que j'ai entendu, elle est retournée direct chez sa mère et mon père. Et là, rebelote, elle est redevenue la petite chose fragile à protéger. Il la couvait, lui faisait à manger, achetait tout pour le bébé, la traitait comme si elle allait se casser au moindre courant d'air. Au début, je m'en foutais. C'était pas mon problème. Mais un jour, mon père m'appelle pour me dire qu'il veut parler. Lui, il appelle pas souvent. Donc je me suis dit que ça devait être sérieux. Je vais chez eux, et dès que je passe la porte, je sens que l'ambiance est bizarre. Mon père et sa femme sont à table, et Camille est là aussi, les mains sur le ventre, histoire qu'on n'oublie pas qu'elle est enceinte. Il commence avec des banalités, du genre alors, le boulot, et des hochements de tête pseudo-intéressés. Mais très vite, on entre dans le vif du sujet. Mon père me dit que Camille a besoin d'un endroit stable pour vivre, parce que leur maison est trop étroite avec le bébé qui arrive. Et là, sa femme saute sur l'occasion, avec son ton sucré mais tranchant, vu que tu vis seul dans cette grande maison, que t'es pas marié ni engagé, ce serait logique que Camille s'y installe. Elle a besoin d'espace pour le bébé, et toi, t'as pas vraiment d'attache. Tu pourrais facilement te trouver quelque chose de plus petit. C'était pas une question. C'était une décision. Genre c'était acté, et j'avais plus qu'à dire oui. Mon père enchaîne, tout content, on a même repéré des appartes pour toi, au cas où. Comme si ça rendait leur idée plus acceptable. J'y croyais pas. C'était comme s'ils me disaient clairement que ma vie comptait pas. Comme si cette maison, et ma maison, n'était qu'un logement temporaire pour qu'on casse Camille quand ça les arrange. Leur culot était dingue. Comme si le fait d'être célibataire et sans enfant faisait de moi un gars qui utilise mal sa vie ou son logement. Au début, j'ai cru que j'avais mal compris. Qui ose sortir un truc pareil? Mais non. Ils étaient sérieux. Apparemment, ça faisait un moment qu'ils préparaient ça, en douce, et qu'ils attendaient juste le bon moment pour me le balancer. Je leur ai dit non, cash. Évidemment. Cette maison, c'est pas juste un bien. C'est chez moi. Et c'est l'un des derniers liens que j'ai avec ma mère. L'idée de la laisser, surtout pour Camille, c'était juste impensable. J'ai essayé de leur expliquer. Mais ils voulaient rien entendre. La famille, ça s'entraide, qu'ils disaient. T'as pas besoin de tant d'espace, t'as pas de famille à toi. Je parlais à un mur. Il lâchait pas. Camille, elle, n'a presque rien dit. Mais son petit sourire en coin disait tout. Elle était sûre qu'il finirait par muser, et qu'elle aurait ce qu'elle voulait. Comme toujours.
Elle a l'habitude qu'on lui cède tout. À un moment, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, Camille, tu veux vraiment t'installer chez moi? Sérieusement? C'est chez moi ici. C'est mon espace. Pourquoi tu prends pas un de ces apparts que vous avez si gentiment repérés? Vous avez déjà fait tout le boulot. Pourquoi ce serait à moi de céder, et pas à toi? Elle m'a juste regardé en clignant des yeux, comme si l'idée qu'elle fasse un compromis ne lui avait jamais traversé l'esprit. Et là, sa mère a enchaîné avec sa voix douce, oh mon chéri, tu comprends pas, Camille a besoin de stabilité. Un appartement ne lui offrira jamais le même confort ni l'espace dont elle a besoin, elle est le bébé. J'ai lâché un rire amer. Donc, ma stabilité à moi ne compte pas? Mon confort, on s'en fiche? Vous êtes incroyable. Vous débarquez ici en exigeant que je sacrifie toute ma vie pour Camille, et vous vous attendez à ce que je dise oui sans broncher? Camille n'a même pas bronché. Elle est restée là, les bras croisés, ce petit sourire suffisant collé au visage, comme si elle avait déjà gagné. Elle ne faisait même pas l'effort de participer. Elle laissait sa mère et mon père faire tout le sale boulot à sa place. C'était évident qu'elle ne voyait même pas l'intérêt de s'expliquer. À ses yeux, ce n'était pas une demande. C'était juste quelque chose qui allait arriver, tôt ou tard. Sa mère a pris la relève, avec une voix sèche et condescendante, ce n'est pas une question de confort, c'est une question de ce qui est le mieux pour la famille. Camille va mettre une nouvelle vie au monde. Tu crois pas que c'est un peu plus important que ton besoin d'avoir de l'espace? T'es un adulte, t'as pas besoin d'une grande maison juste pour toi tout seul. C'est égoïste de t'accrocher à quelque chose qui pourrait lui permettre, à elle et au bébé, de bien démarrer dans la vie. Je l'ai regardé, sidéré par tant d'audace. Égoïste? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu crois que je suis égoïste parce que je garde ce que ma mère m'a laissé? C'est pas juste un endroit où je vis. C'est ma maison, l'endroit où j'ai construit ma vie. Et toi, t'es là, à me dire que je devrais la céder, comme si c'était rien? Mon père a poussé un soupir, visiblement agacé, et a décidé d'intervenir. On ne te demande pas de la céder pour toujours, a-t-il dit, comme si ça rendait la chose plus acceptable. C'est juste un coup de main, pour que Camille puisse se remettre sur pied. Une fois qu'elle sera stable, elle pourra partir, et toi, tu trouveras autre chose. On essaie juste de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Pour tout le monde? J'ai répliqué. Non. Vous essayez juste de faire ce qui est le mieux pour elle. Arrêtons de faire semblant. Ce n'est pas une question de famille ni de bien commun. C'est encore une fois vous qui vous pliez en quatre pour Camille, et qui attendez de moi que je nettoie derrière. Eh bien non. Cette fois, je ne joue pas le jeu. La mère de Camille a plissé les yeux. Ça s'appelle faire partie d'une famille. Parfois, il faut faire des sacrifices pour le bien commun. Si ta mère était encore là, elle. Je l'ai coupée net, la voix glaciale, ne parle pas de ma mère. Elle m'a laissé cette maison parce qu'elle avait confiance en moi pour en prendre soin. Elle savait très bien comment vous alliez vous comporter. Et c'est précisément pour ça qu'aucun de vous n'a été mentionné dans son testament. Alors, ne viens pas me dire ce qu'elle aurait voulu. T'en sais rien. Ils n'ont rien répondu à ça. Mon père avait l'air mal à l'aise, il s'est levé pour faire autre chose. Camille, elle, est restée là, les bras toujours croisés et ce même air suffisant. Elle était persuadée que je finirais par céder. Elle ne faisait même pas semblant d'argumenter ou de se justifier. Elle laissait sa mère et mon père parler pour elle, comme si elle était au-dessus de tout ça, comme si elle n'avait pas besoin de justifier une demande aussi absurde. Ce n'était pas une discussion, c'était juste une question de temps. Pas de savoir si elle allait avoir ce qu'elle voulait, mais quand. Sauf que cette fois, ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Cette maison, c'est pas à eux. C'est ma mère qui me l'a confiée. Et je vais pas les laisser me faire culpabiliser pour me la prendre. Pourtant, je savais que ce n'était pas fini. Ils ont laissé la conversation ouverte, comme s'ils s'attendaient à ce que je change d'avis. Mais non. Je n'ai pas cédé. J'espérais qu'ils se calmeraient, qu'ils comprendraient à quel point leur demande était absurde, surtout après que je leur ai dit non, en face, sans ambiguïté. Mais en réalité, ce n'était que le début. Mon père et sa femme avaient visiblement décidé que la clé, c'était la persistance. Comme si, à force d'en reparler, je finirais par plier. Ça a commencé par des petites remarques passives-agressives. Mon père appelait et glissait innocemment, t'as réfléchi à un moyen d'aider un peu. Sa femme, elle, m'envoyait des articles sur l'importance de soutenir les mères célibataires. Comme si ça allait m'éclairer tout à coup et me pousser à leur offrir ma maison. Camille, elle, restait globalement silencieuse.
Mais je voyais bien qu'elle comptait sur eux pour faire tout le boulot. Ensuite, ils ont franchi un cap, ils ont commencé à débarquer à l'improviste. Ce n'était pas pour rendre visite, non. À chaque fois, ils trouvaient un prétexte pour ramener la conversation à Camille et ses besoins. Un jour, mon père s'est pointé avec un carton de vêtements pour bébé, à stocker soi-disant. Il est entré comme si de rien n'était et m'a demandé où il pouvait le poser. Je lui ai dit qu'il pouvait le ramener chez lui. Il m'a lancé un regard comme si je venais de l'insulter. C'est juste temporaire, qu'il a dit. Tu n'utilises même pas la chambre d'amis. Je lui ai répondu que la chambre d'amis, c'était pour les invités, pas pour du stockage. Il a grogné, mais il a fini par reprendre le carton et le ramener à sa voiture. Et à partir de là, toutes nos interactions ont suivi le même schéma. À chaque fois, il proposait une solution qui impliquait que je renonce à mon espace. Et moi, je mettais fin à la discussion. Le plus dingue, c'est que je voyais bien qu'ils ne me considéraient même pas comme le vrai propriétaire de cette maison. Pour eux, ce n'était qu'une ressource pratique, à utiliser comme bon leur semblait. Ma mère me l'a laissée, cette maison. Mais eux, ils agissaient comme si elle était encore à prendre. Comme si je ne faisais que la garder bien au chaud pour Camille jusqu'à ce qu'elle en ait besoin. Ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est la façon dont ils ont retourné l'histoire. Comme si j'étais l'égoïste. On aurait dit que j'étais assis sur un trésor de mètres carrés que je refusais de partager par pure mesquinerie. Dire non une fois, ça ne suffisait pas. Il fallait que je justifie ma décision encore et encore à des gens qui, de toute façon, n'étaient pas là pour écouter. Les choses ont empiré quand Camille a décidé de s'impliquer plus directement. Un après-midi, elle s'est pointée chez moi, a ouvert son coffre et m'a demandé tranquillement de l'aider à descendre une poussette. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête et je lui ai demandé pourquoi elle amenait une poussette chez moi. Bah je la mets ou sinon. J'ai pas la place pour l'instant, qu'elle me sort. J'étais en train d'essayer d'assimiler le culot monumental de sa réponse. C'est pas mon problème, j'ai lâché, déjà en train de sentir la colère monter. Évidemment, ça l'a fait exploser. Elle est partie dans un monologue nombriliste où elle m'accusait de tout compliquer, comme si c'était moi qui avais créé ces galères. La famille, c'est censé se serrer les coudes, qu'elle a dit, comme si ça justifiait de me balancer ses problèmes dessus. Elle a continué, tu ne comprends pas à quel point c'est stressant d'être dans ma situation. Tu sais pas ce que c'est d'avoir un bébé en route. Et elle l'a dit sur un ton qui sous-entendait que j'étais un abruti total, incapable de comprendre la vraie vie. Là-dessus, elle avait raison sur un point, non, je sais pas ce que c'est que d'être enceinte. Par contre, je sais ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Et contrairement à elle, je m'en sors tout seul, sans attendre qu'on vienne me sauver. Plus important encore, je me pointe pas chez les autres pour m'incruster sous prétexte que j'ai pas assez d'espace chez moi. Alors je lui ai dit, droit dans les yeux, tes problèmes, c'est pas à moi de les régler. Et je vais pas foutre ma vie en l'air juste parce que toi, t'es incapable de gérer la tienne. Elle l'a super mal pris. Son visage s'est tordu dans une expression de haine pure, comme si je venais de lui dire que le monde ne tournait pas autour d'elle. Ce qui, soyons honnêtes, est exactement ce que je venais de faire. Elle est partie furieuse, mais pas sans balancer une dernière petite perle, tu vas le regretter un jour. L'ironie, c'est qu'elle a passé sa vie entière à être dorlotée, servie, gâtée. Et pour la première fois, quelqu'un lui disait non. Et au lieu de se rendre compte de l'absurdité de sa demande, elle m'a fait passer pour le méchant. Amener une poussette chez moi, comme si elle allait juste s'installer là avec son bébé, c'était l'idée la plus délirante que j'ai jamais vue. On aurait dit qu'elle croyait vraiment que la maison lui appartenait déjà, et que moi, j'étais juste un obstacle à dégager. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à tester mes limites. L'autre jour, mon père est venu chez moi avec une agente immobilière. Il ne m'avait même pas prévenu. J'étais tranquillement dans mon salon quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ouvre, et je le trouve là, avec une femme qui tenait une tablette et un dossier sous le bras. Je pensais qu'on pourrait regarder quelques options pour toi, qu'il me sort. Je les ai même pas laissés entrer. Je leur ai dit de partir, j'ai claqué la porte. Là, c'était la goutte d'eau. C'était évident, ils n'allaient pas s'arrêter. Je savais à ce moment-là que je ne pouvais plus leur faire confiance. Ce n'était même plus seulement une question de maison. C'était une question de principe. Ils pensaient qu'ils allaient me faire plier comme ils l'avaient toujours fait avec Camille. Mais moi, je suis pas Camille. Et je me couche devant personne. Ce soir-là, j'ai appelé une société de sécurité. J'ai pris rendez-vous pour faire installer des caméras tout autour de ma propriété. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une première étape pour protéger ce qui m'appartient.
Je voulais être prêt à faire face à n'importe quel plan absurde qu'il pourrait encore imaginer. Pour être honnête, je ne me sentais plus du tout en sécurité. J'avais peur qu'il trouve un moyen de me faire virer légalement, ou qu'il s'invente une manigance pour me piquer la maison. Je savais parfaitement qu'il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas rencontré un mur infranchissable. Alors j'ai décidé que ce mur, ce serait moi. Fini de jouer à leur jeu. Fini les discussions absurdes sur le fait que je devrais juste leur céder la maison. Et comme je m'y attendais, ils ont trouvé une nouvelle idée, encore plus tordue. Un soir, je rentre du boulot. Fatigué, mais soulagé de retrouver mon sanctuaire. Sauf que quand j'ai voulu insérer ma clé dans la serrure, elle n'entrait pas. Au début, j'ai cru que je m'étais trompé de clé. Mais après quelques tentatives, j'ai compris, la serrure avait été changée. Mon cœur a chuté, et une vague de rage m'a envahi. J'ai vu une feuille de papier scotchée sur la porte. Le mot disait, nous avons changé les serrures pour des raisons de sécurité. Merci de nous contacter pour en discuter. C'était signé par mon père. Le culot était presque risible. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelé. Il a décroché après quelques sonneries, d'un ton décontracté, comme s'il n'avait rien fait de fou. Qu'est-ce qui se passe, là, j'ai dit, la voix tremblante de colère. Pourquoi la serrure de ma maison a été changée? C'est temporaire, il m'a répondu, comme si ça allait tout arranger. On voulait juste aider Camille. Comme tu étais si fermé, on s'est dit que ce serait peut-être plus simple ainsi, pour tout le monde. Pour tout le monde, j'ai répété, furieux. Tu veux dire pour toi et Camille. Vous avez franchi toutes les limites possibles. C'est une violation de domicile. Et si tu crois que je vais laisser passer ça, tu rêves. Il a changé de ton immédiatement et s'est mis à me supplier. S'il te plaît, appelle pas la police. Fais pas d'esclandre. Ça donnerait une mauvaise image de la famille. Une mauvaise image de la famille? Tu crois vraiment que c'est ma priorité, là? J'ai répliqué, voilà ce qui va se passer. Tu vas faire revenir immédiatement la personne qui a changé ses serrures pour remettre les bonnes, ou j'appelle la police. Et je porterai plainte pour violation de domicile et tentative de vol. Il y a eu un silence. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait essayer de me convaincre. Mais il a dû comprendre que je ne bluffais pas, parce que son ton est devenu plus doux. D'accord, très bien, on va régler ça. Mais tu exagères complètement. On essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour Camille et le bébé, tu sais bien que c'est une solution temporaire. J'ai ignoré sa tentative de me culpabiliser. Tu as jusqu'à ce soir pour corriger ça, sinon j'appelle les flics. Ce n'est pas négociable. Après encore quelques grommellements et protestations molles, il a fini par accepter. J'ai raccroché sans un mot de plus, les mains tremblantes de colère. Ce n'était pas juste un débordement de plus. C'était une tentative directe, calculée, de me prendre ce qui ne leur appartenait pas. Une violation claire de ma maison, de mes limites, de ma confiance. Quelques heures plus tard, le serrurier est revenu et a remis les bonnes serrures. Mon père ne s'est pas montré. Camille non plus, ni sa mère. Je suis resté près de la porte tout le long, les yeux sur chaque geste, pour m'assurer que rien ne soit laissé au hasard. Une fois que tout était redevenu normal, je me suis assis dans mon salon, regardant les murs de cette maison qui était devenue un champ de bataille. Ce n'était plus une tentative de me faire culpabiliser ou de tester mes limites. C'était une déclaration de guerre. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas s'arrêter tout seul. S'ils étaient prêts à aller aussi loin, impossible de savoir jusqu'où ils iraient encore. Mais s'ils pensaient que j'allais me laisser faire, qu'ils allaient m'écraser tranquillement, ils allaient avoir une sacrée surprise. Ce soir-là, je suis resté éveillé tard. J'ai sorti les papiers, passé des coups de fil. Je voulais être sûr qu'ils ne pourraient plus jamais refaire un coup pareil. Ce qui me choquait le plus, c'est qu'ils agissaient comme si tout cela était normal. Comme s'ils y avaient droit. Que ma mère me les laissait, que j'y vive depuis des années, tout ça n'avait aucune importance. Pour eux, ce n'était qu'une maison. Quelque chose qu'on pouvait prendre si on le voulait assez fort. J'ai alors décidé de passer à l'action juridique. Quand je me suis assis face à mon avocat, je lui ai tout raconté. Comment mon père et ma belle-mère me mettaient la pression sans arrêt, comment ils avaient été jusqu'à changer les serrures de ma maison. Il m'a écouté attentivement, posant des questions précises sur la maison, le testament de ma mère, et tout comportement suspect de mon père ces derniers mois. Au début, je pensais qu'il était simplement méthodique. Mais ensuite, il s'est calé dans son fauteuil et m'a dit, « Il faut que je vous dise quelque chose. Votre père s'est déjà renseigné pour contester le testament de votre mère.
J'étais sous le choc. Contester? Comment ça, contester? Il a précisé qu'il n'avait rien engagé officiellement, mais qu'il avait bien consulté un avocat, pour voir s'il pouvait faire valoir que la maison était un bien familial, et non un héritage personnel. Apparemment, il cherchait la moindre faille pour récupérer la maison. Je suis resté là, sidéré. Pendant tout ce temps, où il faisait semblant d'être neutre, voire de me soutenir, mon père préparait en coulisses un plan pour me déposséder. Ce n'était pas un coup monté sur un coup de tête par ma belle-mère. Ils y réfléchissaient depuis des mois, bien avant même qu'ils ne commencent à me pousser à partir. Il n'a pas un dossier solide, a ajouté mon avocat rapidement, sans doute en voyant la panique sur mon visage. Le testament de votre mère est solide, bien rédigé, sans ambiguïté. Et la maison vous a été laissée explicitement. Mais le fait qu'il ait envisagé cette démarche, ça en disait long sur ses intentions. Ce n'était pas juste une trahison. C'était prémédité. Mon père cherchait depuis le début un moyen de récupérer ce que ma mère m'avait transmis, tout en prétendant se soucier de moi. La manipulation, les tentatives de me faire culpabiliser, le chantage émotionnel, tout devenait clair maintenant. Ce n'était jamais une question de Camille ou de son besoin de logement. C'était eux, en train d'essayer de mettre la main sur quelque chose qui ne leur revenait pas. En entendant ça, ma frustration a explosé. Ce n'est plus seulement une histoire de poser mes limites. C'est une question de protéger ce que ma mère m'a légué, ce pourquoi elle a travaillé toute sa vie. Chaque geste de leur part, c'était comme une gifle à sa mémoire. Et je ne peux pas laisser passer ça. Peu importe à quel point ils se montrent insensés, agressifs ou persistants. Je ne reculerai pas. Cette maison est à moi, et ils ne me la prendront pas. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mise à jour 1, salut tout le monde. Je voulais vous faire un retour une fois que j'aurais su quoi faire. Alors voilà. Après tout ce que j'ai appris grâce à mon avocat, j'ai passé le reste de la nuit à repasser en boucle chaque interaction que j'avais eue avec mon père ces derniers mois. Je ne pouvais pas continuer à l'éviter tout en lançant une procédure. Il fallait que je lui dise en face que je savais ce qu'il préparait. Donc je l'ai confronté. Pas de message, pas d'appel. Je me suis pointé chez lui à l'improviste. Comme lui et sa femme l'avaient fait chez moi à de nombreuses reprises. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air surpris, pris au dépourvu. Mais il n'y avait pas une once de culpabilité sur son visage. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Il agissait comme s'il n'avait rien à se reprocher. Je veux savoir pourquoi tu as cherché à contester le testament de maman, j'ai lâché directement, sans détour. Son visage s'est tordu, entre la confusion et la défense. De quoi tu parles? Il a fait semblant de ne pas comprendre. Je ne sais pas où tu es allé chercher ça, mais c'est faux. Ne me mens pas, j'ai répliqué. Je sais déjà que tu as consulté un avocat à ce sujet, il y a plusieurs mois. Alors vas-y, dis-moi, c'était quoi ton plan? Ce n'était pas comme ça, a-t-il insisté, les mots qui s'entrechoquaient dans sa bouche. Je ne voulais rien prendre. Je voulais juste voir s'il y avait des options, pour la famille. Pour la famille, j'ai répété, incrédule. Soyons honnêtes. Ce n'est pas pour la famille. C'est pour Camille. Ne fais pas semblant. Tu voulais me prendre la seule chose que maman m'a laissée, et tu crois que c'est normal? Je ne prévoyais rien, a-t-il répliqué sèchement. Je faisais juste envisager des possibilités. Et puis cette maison est trop grande pour toi de toute façon. Camille, elle, est dans une situation difficile. Elle a besoin d'un foyer stable pour son bébé. Donc ça veut dire me voler la mienne, j'ai répondu, la colère montant. Tu ne m'as même pas demandé mon aide. Tu as agi dans mon dos, essayé de me manipuler. Et maintenant tu fais comme si tu me rendais service? C'était pas comme ça, il a répété faiblement. Mais ses yeux évitaient les miens. Il regardait partout sauf vers moi, comme il l'a toujours fait quand il refusait d'admettre qu'il avait tort. Je suis resté là, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour justifier tout ça. Mais non. Rien. J'ai secoué la tête et j'ai tourné les talons. Inutile de débattre avec quelqu'un qui ne peut même pas assumer ses actes. Cette conversation n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Il ne se comportait pas comme un père. Il agissait comme quelqu'un qui pensait que ma vie, ma maison, mes choix étaient à sa disposition, tant que ça l'arrangeait. De retour chez moi, j'ai appelé mon avocat pour discuter de la suite. Il m'a rassuré, le testament de ma mère était solide, sans faille, et mon père n'avait aucun fondement légal. Mais c'était clair que tout ça dépassait la question juridique. Il voulait me fatiguer à l'usure, me faire croire que le combat ne valait pas la peine,
que ce serait plus simple de céder. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de réunions, de mails, et de vigilance constante. J'ai déposé tous les documents nécessaires pour verrouiller légalement la maison à mon nom, sans aucune faille qu'il pourrait exploiter. J'ai amélioré mon système de sécurité, ajouté des caméras supplémentaires, et même souscrit un service de protection du titre de propriété, pour détecter toute activité suspecte. J'avais l'impression de fortifier un château contre des envahisseurs. Et honnêtement, c'était exactement ça. Pendant ce temps, Camille redoublait d'efforts. Elle a commencé à poster des messages ambigus sur les réseaux sociaux, parlant d'abandon familial et de devoir se battre pour ce qui est juste. Elle ne me citait pas, mais c'était évident. Des connaissances communes m'ont contacté, me demandant ce qu'il se passait, et s'il y avait moyen de calmer les choses. Je répondais brièvement, factuellement. Je n'étais pas là pour jouer à son petit jeu, ni pour laver mon linge sale en public. Mais au fil du temps, leur énergie a commencé à s'effondrer. Les frais d'avocat s'accumulaient de leur côté, et le mien m'a assuré qu'ils arrivaient au bout de leurs options. Pourtant, j'avais toujours ce pressentiment que ce n'était pas fini. Des gens comme eux, ça ne lâche pas. Ça recule, ça se regroupe, et ça revient par une autre porte quand une Y attend plus. Quand tout s'est enfin calmé, j'étais vidé. Me battre pour ma maison, ma tranquillité, mes limites m'avaient coûté toute mon énergie. Mais ça en valait la peine. Ce n'était pas juste une question de maison. C'était une question de me défendre, de refuser qu'on piétine ma vie. Mon père et Camille pensaient qu'ils pourraient me culpabiliser pour me faire plier. Ils se sont lourdement trompés. Toute cette histoire m'a ouvert les yeux sur jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me manipuler. Honnêtement, je commence à croire que couper les ponts est peut-être la seule solution pour avancer. Pour l'instant, tout est calme. Mais je ne suis pas naïf. S'ils tentent à nouveau quelque chose, je serai prêt. Et si les choses changent, je reviendrai peut-être avec une nouvelle mise à jour. Merci d'être resté jusqu'ici et de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils ou juste un peu de solidarité à partager, je suis preneur. Mise à jour finale, salut à tous. Je voulais vous raconter ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Ça a été un vrai chaos, mais j'ai enfin l'impression de sortir de ce cauchemar. Je suis toujours dans ma maison, heureusement, et ça ne changera pas. Laissez-moi vous résumer tout ça. Après avoir tout essayé pour me faire sortir de chez moi, ils ont fini par se calmer. Les semaines sont devenues des mois, et tout est devenu étrangement silencieux. Pas d'appel, pas de message, pas de visite surprise de Camille ou de sa mère. C'était bizarre, comme s'ils se réorganisaient. Mais je n'allais pas me plaindre du calme. Pendant ce temps, Camille a eu son bébé. Un petit garçon en bonne santé, d'après ce que j'ai entendu par d'autres. J'ai cru qu'ils étaient trop occupés avec le bébé pour me harceler, ou peut-être qu'ils avaient enfin abandonné. Mais un soir tard, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé mes caméras de sécurité et je les ai vus. Mon père, sa femme, et Camille. Tous là, comme s'ils venaient organiser une intervention. J'ai hésité à les ignorer, mais j'ai fini par ouvrir. Surtout parce que je voulais entendre quelle excuse ils avaient trouvée cette fois. Dès que j'ai ouvert, la femme de mon père a lancé ses habituels discours. Elle a dit qu'ils avaient réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'ils voulaient avancer en famille. Elle a parlé de tourner la page, et qu'il me donnait une dernière chance de rétablir les choses. Puis Camille a pris la parole, son bébé dans les bras comme un accessoire. Elle a raconté à quel point ça avait été difficile pour elle, qu'elle voulait que son enfant grandisse entouré de sa famille, et qu'elle croyait encore que je pouvais faire ce qu'il faut si j'ouvrais mon cœur. C'était la même manipulation que d'habitude, mais cette fois joliment emballée. Mon père, comme toujours, a voulu jouer les médiateurs. Il a sorti la carte du on devrait tous s'entendre, en parlant de l'importance de la famille par rapport aux biens matériels, et de la nécessité de voir plus grand, de prendre du recul. Je les ai laissés parler un moment, par pure curiosité morbide. Et quand ils ont enfin terminé, j'ai pris une grande inspiration et j'ai tout mis à plat. Cette maison est à moi, j'ai dit aussi calmement que possible. Elle m'a été léguée par ma mère, et je ne vais pas y renoncer. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, c'est non. Peu importe le discours que vous avez préparé ou la façon dont vous essayez de présenter ça, vous n'aurez pas cette maison. C'est définitif. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais évidemment, non. La mère de Camille s'est tout de suite lancée dans des accusations. Elle s'est mise à crier que j'étais égoïste, que je privilégiais les choses matérielles au détriment de la famille, que je ne remplissais pas mon soi-disant devoir. Elle a sorti tous les arguments possibles pour faire de moi le méchant de l'histoire. Camille a enchaîné, toujours le même refrain. Elle s'est mise à pleurer,
disant que je compliquais sa vie, qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais l'abandonner, elle et le bébé, au moment où elles avaient le plus besoin de moi. Elle a ressorti la phrase classique, « Tu vas le regretter un jour ». Comme si j'allais, plus tard, regarder en arrière et me dire que j'aurais dû les laisser tout me prendre sans rien dire. Mon père n'a pas dit grand-chose au début. Mais son silence était encore plus parlant. Il regardait la scène sans bouger, sans même essayer de calmer les choses. On voyait bien qu'il ne savait plus quoi dire. Et peut-être qu'au fond de lui, une petite partie réalisait à quel point tout ça était allé trop loin. Moi, je n'étais pas d'humeur à discuter. Ils avaient déjà franchi toutes les limites. Et je n'allais pas me laisser entraîner dans une autre dispute stérile. Vous avez déjà franchi toutes mes limites, j'ai dit. Vous avez menti, manipulé, et tenté de me voler ce qui m'appartient. Et maintenant vous revenez ici en jouant les victimes? J'en ai assez. Dégagez de chez moi. Mais sans surprise, ils ne sont pas partis. La mère de Camille a continué, insistant sur le fait que j'étais déraisonnable, essayant encore de me faire culpabiliser pour que je cède. Camille ajoutait de temps en temps des petits commentaires, disant que la famille devait se soutenir, que j'étais sans cœur de ne pas me montrer solidaire. Mon père a fini par parler, mais tout ce qu'il a réussi à sortir, c'est une nouvelle demande faible pour que je sois raisonnable et que je voie les choses de leur point de vue. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. À la place, je me suis retourné, je suis rentré dans la maison, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'avais déjà pris ma décision. Je ne jouais plus à leur jeu. S'ils voulaient continuer à forcer, ils allaient devoir faire face aux conséquences. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé la police. Je ne bluffais pas. Et je n'allais pas les laisser penser que je le faisais. Quand j'ai expliqué la situation, la standardiste m'a confirmé qu'un agent allait être envoyé rapidement. J'ai attendu près de la fenêtre, les regardant traîner dans mon allée, toujours en train de parler entre eux. Quand la police est arrivée, ils avaient quitté le Porsche, mais ne faisaient aucun effort pour partir. Les agents leur ont parlé quelques minutes, en posant clairement les règles. D'après ce que j'ai vu, ils n'ont pas cru une seconde à leurs excuses. Ils leur ont dit, sans ambiguïté, de partir et de ne pas revenir. Les voir partir enfin, sous la supervision de la police, m'a donné un petit sentiment de victoire. Mais ça marquait aussi la fin de ce qui restait de ma relation avec mon père. En m'asseyant pour reprendre mes esprits, j'ai réalisé à quel point j'étais épuisé. Ils m'avaient vidé. Pas seulement en temps ou en énergie. Mais ils avaient aussi sapé ce sentiment de sécurité que j'avais dans ma propre maison. Pourtant, je savais que j'avais fait le bon choix. Poser des limites avec des gens comme ça, ce n'est pas juste important. C'est vital. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'en avais fini non seulement avec cette histoire de maison, mais avec eux. Je les ai bloqués, tous, supprimés des réseaux sociaux, et j'ai fait savoir à mes connaissances communes que je ne voulais plus recevoir de nouvelles, ni de messages indirects. Couper les ponts a été dur au début. Mais quand j'ai repensé à tout ce qu'ils avaient fait, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Ils ne se souciaient pas de moi ni de mes limites. Ils ne se souciaient que de ce que je pouvais leur apporter. Au lieu de subir une famille toxique, je me suis davantage appuyé sur mes amis. Eux, ils avaient été là tout au long du chaos. Ils me rappelaient que je n'étais pas fou de défendre ma position. L'un d'eux m'a même suggéré d'organiser une pendaison de crémaillère. Ma propre fête. Pas parce que la maison était neuve, mais parce que je m'étais battu pour la garder. L'idée m'a fait rire, mais elle m'a aussi paru juste. La fête était petite, juste quelques amis proches. Mais c'était parfait. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment heureux. Je ne faisais plus que survivre. J'étais en train de revivre. Quand je repense à tout ça, je suis fier de moi. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout lâcher. Mais je l'ai pas fait. J'ai tenu bon. Et je me suis prouvé à moi-même que je suis plus fort que ce que je pensais. Cette maison, c'est bien plus qu'un toit. C'est le rappel de tout ce pourquoi je me suis battu. C'est le symbole de mon indépendance, de ma résilience, et de ma capacité à défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. S'il y a une seule chose que j'ai apprise dans tout ça, c'est que la famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect, la confiance et le soutien mutuel. Et si quelqu'un n'est pas prêt à vous donner ça, alors il ne mérite pas d'être dans votre vie. Peu importe qui il est. Alors, à tous ceux qui vivent quelque chose de similaire, tenez bon. Posez vos limites. Et ne laissez personne vous faire culpabiliser pour les avoir posées. Vous ne devez à personne votre paix, votre stabilité ou votre bonheur. Aujourd'hui, j'ai tourné la page.
Je vis toujours dans ma maison. Et chaque fois que je passe la porte, je me rappelle tout ce que j'ai surmonté. Ce n'est pas juste une maison. C'est chez moi. Et personne ne me l'enlèvera.